Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je vous le dis souvent, veut simplement dire davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. En bref, une femme doit être, au même titre qu'un homme, considérée comme un individu à part entière. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, santé des femmes, de grossesse non désirée et des drames liés aux avortements clandestins. Car l'avortement au Maroc est interdit par la loi, sauf si la santé de la mère est menacée. Qu'est-ce qu'on entend par santé? Santé mentale, santé physique? Que fait-on pour les grossesses issues de viols, d'inceste? Le code de la famille doit être revu aussi à la lumière de ces drames, ainsi que le code pénal qui doit être dépoussiéré de ces articles liberticides. Je reçois pour en parler Touria Sqelli Alaoui, docteur en médecine, spécialiste en gynécologie obstétrique, membre du bureau politique en charge des actions de solidarité, mais aussi des Marocains du monde depuis 2008. Touria Sqelli, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Bonsoir, Madame Aïcha Zaimi. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Bon, en tout cas, on est bien content de vous recevoir. Alors, vous êtes médecin, gynécologue, vous êtes investi aussi dans la politique depuis toujours, depuis votre plus jeune âge en fait. Absolument. Vous avez également été député pendant l'ancienne législature, donc entre 2016 et 2021. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ de choisir la spécialité de médecine, de gynécologue? Et puis, pourquoi la politique? Pourquoi le PPS? Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec votre famille? Parce que je sais que vous venez d'une fratrie où vous êtes tous versés dans la politique. Je rappelle au passage que vous êtes la sœur de la fameuse Nza Sqelli que nous avons déjà reçue sur ce plateau, et ainsi que Nabil Ben Abdallah, qui nous a fait aussi l'honneur de venir ici sur le plateau pour nous parler donc du PPS. Donc, pour vous, en ce qui vous concerne, Touria, donc gynécologue, pourquoi? La politique, pourquoi? C'est une question, évidemment, je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de parler des causes que je défends. Je suis venue à la médecine, non pas que ma famille soit une famille de médecins, mais parce que j'ai eu ce désir de comprendre, peut-être ayant perdu mon père alors que j'étais jeune, puis ma mère un peu d'années après, donc je voulais comprendre le pourquoi des choses. C'était la même maladie qui les avait emportés. Ça a dû jouer un rôle dans mon désir absolu de faire médecine. Et la médecine, c'est un défi en soi, puisqu'il y a un relevé les concours, les stages, l'engagement, le sacerdoce. La spécialité, pourquoi? Parce que c'était la santé des femmes qui m'importait. Et je voulais réellement, depuis la première année de médecine, accompagner les femmes, aussi bien dans les événements, dans toutes les périodes de leur vie, dans les événements heureux, les naissances, mais aussi les événements douloureux, soit quand la difficulté d'enfanter se manifeste ou la maladie. Accompagner les femmes aussi un peu plus tard, lorsqu'elles ont le sentiment que tout se déglingue un petit peu, elles sont déstabilisées, et alors qu'en réalité, elles ne sont qu'à peu près à la mi-vie. Donc, elles ont tout un chemin de vie à accomplir et à vivre pleinement. Donc vous accompagnez les femmes, en fait, depuis le début jusqu'à la fin. Oui, je pense que c'est ma manière à moi d'accompagner les femmes et de défendre leurs droits. D'accord. Et alors, la politique, le PPS? Alors, la politique, comme dirait Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mais c'est presque ça, pas tout à fait, parce que, bon, j'ai mes sœurs et un de mes frères qui sont engagés, et mon frère en particulier a subi les années de plomb. Il avait 24 ans, il s'est pris 5 années de prison, donc, alors que j'étais adolescente, c'est quelque chose qui impacte fortement. Dans ces années-là, je suis partie en France après mon bac. Et aussi bien j'avais le défi de réussir mes études que le défi de m'engager. C'était l'évidence. Et l'UNEM, là-bas en France, c'était une école extraordinaire où toutes les opinions politiques se confrontaient dans des réunions. C'était une période passionnante. Donc, il y avait l'USFP, il y avait le PPS, il y avait l'extrême gauche dont faisait partie mon frère. Et j'ai rapidement choisi le PPS, un peu pour sa rationalité et dans la rationalité de ses prises de position
et aussi son organisation, qui était exemplaire, qui m'ont tout à fait séduite. Et ça me permettait un petit peu de dépasser l'émotionnel, comme en médecine, c'est-à-dire de chercher les mots, de trouver les remèdes et d'éviter juste d'être dans l'émotionnel qui est très beau, qui est nécessaire. Mais pour être efficace, il faut aussi savoir, disons... Et il y avait beaucoup de femmes comme vous à cette époque-là? Il y en avait pas mal. À mon époque, oui, il y en avait pas mal et elles sont restées fidèles. C'est une satisfaction. Bon, ça n'a jamais été vraiment la grosse part, mais il y avait toujours une présence de femmes. Et si aujourd'hui, si c'était à refaire, parce qu'aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une sorte de désaffection de la part des jeunes pour tout ce qui touche à la chose politique. Donc, de moins en moins de jeunes, en fait, s'investissent un petit peu comme ça. Est-ce que, si c'était à refaire, vous l'auriez fait, enfin, en fonction des conditions actuelles? Écoutez, moi, je pense que vous avez raison. Les jeunes sont un petit peu loin de la politique. Les conditions ont changé, puisque tout ce que je vous raconte, c'était une période extraordinaire d'échanges humains. Quand on allait faire de l'alphabétisation à des femmes de travailleurs immigrés, ou quand on allait dans les marchés où il y avait des Marocains vendre le journal, ou quand on faisait nos assemblées générales, on était des centaines. Alors, il y avait un enthousiasme dû à la présence collective. Il y avait du sens jeunes, aussi. Il y avait du sens, il y avait du rêve. Et de nos jours, ça a changé malheureusement. Les jeunes ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Oui. Ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne votent pas. Mais ils sont les premiers, par contre, à se plaindre, à revendiquer sur les réseaux sociaux, à dire ce qui ne va pas, alors qu'ils ne voient pas leur responsabilité. Et quand ils ne participent pas, finalement, ça donne... les réseaux sont venus un petit peu remplacer un petit peu, oui, y compris les leaders politiques, non? Je ne dirais pas ça, parce que les réseaux sociaux sont à la portée de tous. Mais les jeunes, c'est vrai, se sont emparés de cet outil extraordinaire qui a parfois pu faire bouger des lignes. On n'oublie pas Amina Filali, l'article qui autorisait un violeur à épouser sa victime et puis être absous de son crime. Donc ça, les réseaux sociaux ont un rôle incontestable et ils en auront de plus en plus. Maintenant, il y a des gaps générationnels, il y a aussi les méthodes présentielles qui, pour moi, sont irremplaçables. L'échange humain, quand je suis là, je parle avec vous, ce n'est pas comme lorsque je suis derrière un écran et qu'on me pose des questions que je vais répondre. Voilà. Moi, je pense que cet enthousiasme du collectif et les moyens de le retrouver sont nécessaires et c'est aux jeunes d'innover. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, les plateformes, tout ce que vous voulez. Mais il faut des passerelles entre l'ancienne génération et ces jeunes qui peut-être demandent qu'à être mobilisés, non? Tout à fait. Et vous savez, là, je sors d'une réunion du bureau politique du PPS, qui est toujours en cours, et nous sommes en train de préparer notre congrès. Et donc, dans notre congrès, c'est là que nous rediscutons nos positions, nos idées, nous reconsidérons nos statuts, etc. Et nous voulons extrêmement d'ouverture, parce que peut-être que la structure un peu, disons, peut-être, je ne dirais pas sclérosée, mais une structure un peu rigide de la cellule, la section, la province, la région, puis le national, peut-être qu'elle rebute un certain nombre de gens qui pourtant partagent nos idées, ils ont envie d'y venir, mais eh bien, nous ouvrons les portes. Nous disons, il y a des secteurs professionnels, il y a des organisations de jeunes, il y a même des secteurs qui vont voir le jour autour de la culture, autour d'événements, etc. Tout cela, les portes sont ouvertes pour que tout le monde puisse se retrouver, faire la passerelle entre ceux qui le préoccupent et le politique qui est à même, en réalité, de mettre en œuvre voilà ces changements auxquels nous aspirons. Ça passe par la politique et c'est cela la démocratie. Alors justement, vous avez été député pendant cette fameuse période qui était, donc on avait un gouvernement PJD, où il y a eu quand même cette alliance un peu bizarre. Cette cohabitation, comment elle s'est passée la cohabitation avec le PJD, le PPS et le PJD? Disons qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le contexte, c'est quand même le printemps arabe, c'était la montée des mouvements islamistes, c'est la nouvelle constitution de 2011. Et 2011, c'est une avancée démocratique extraordinaire.
Donc qui a dit, ben voilà, en démocratie, ben, ce sont les électeurs qui décident de qui va être au gouvernement. Et bien les électeurs ont décidé, à 2 reprises. Donc voilà, c'est les mécanismes démocratiques qui interpellent normalement, qui doivent interpeller les citoyens pour dire pourquoi ils ont voté. Bon, pour moi, personnellement, c'est un épiphénomène. Il a fait son temps, parce que leur propagande était trop facile. Ils disaient, nous, on est des gens intègres, on n'a jamais été au pouvoir, et puis Dieu va nous aider dans notre mission. Eh bien non. Les réalités et les difficultés économiques d'un pays et les changements qui sont attendus ont besoin de travail, de compétences, d'une façon d'agir qui fédère l'ensemble et non pas qui divise. D'accord. Alors, dernièrement, le groupe des députés du PPS a déposé, donc le 6 juin dernier, une nouvelle proposition de loi sur l'interruption médicale de la grossesse que vous avez vous-même rédigée en tant que médecin gynécologue et ancienne députée du parti. Ce nouveau texte a pour principal objectif de protéger en premier lieu la santé de la femme, mais aussi de limiter la prolifération de l'avortement clandestin. Donc, ce n'est pas la première proposition, il y en a eu d'autres. En quoi diffère-t-elle des précédentes et pourquoi ça a capoté à un moment où on pensait qu'il allait y avoir peut-être quelque chose? Alors, pour reprendre la question de l'avortement, je n'aime pas ce mot, parce que ce mot, il est chargé d'un poids négatif. Vous donnez la vie en tant que médecin gynécologue, oui. En général. Alors, pour nous, la vie est précieuse. Donc, et elle est dans la Constitution, le droit à la vie. Mais il y a aussi d'autres droits, les droits à la santé. Donc, l'avortement a été toujours présenté par les conservateurs, premièrement comme haram. On se contente de ce mot-là et on passe. Deuxièmement, comme une incitation à la débauche. Le code pénal, il inscrit les articles qui interdisent l'avortement dans un grand chapitre qu'il appelle l'atteinte à l'ordre public et à la moralité des familles. Donc, ce n'est pas du tout cette approche-là que j'ai voulu apporter à cette question. L'approche que j'y apporte, en tant que gynécologue, en tant que citoyenne, c'est une approche santé. Une proposition de loi qui se pose non pas dans le cadre pénal, dans le cadre du code pénal, mais dans le cadre d'une loi de santé, de bioéthique. Par exemple, il y a eu une loi qui a été votée sur le don d'organes. Elle pose des problèmes aussi d'éthique, de religion. Et elle relève etc. aussi du pénal? Non. Ben, il y a toujours le pénal. Dans toutes les lois, si on ne respecte pas la loi, que se passe-t-il? Oui, c'est le code pénal qui intervient. Donc il y a toujours quelques articles qui, disons, abordent les sanctions en cas de non-respect de la loi. C'est normal. On a voté la loi sur l'assistance à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire toutes celles qui souffrent de stérilité, et il y a des traitements disponibles, mais il n'y avait aucune loi pour dire qu'est-ce que je peux faire. Vous savez que les lois au Maroc ne sont pas les mêmes que les lois en France ou en Europe, etc. Les dons d'ovocytes, les dons de sperme, etc. Tout cela a été... on a légiféré là-dessus, et j'ai eu l'honneur de travailler sur cette loi qui a vu le jour. Et donc, voilà, c'est de la bioéthique. Ce sont des lois de santé où il y a d'autres questions, des questions éthiques, des questions religieuses, des questions de santé, bien sûr, de santé publique même. Mais c'est la santé qui devrait être en premier lieu, non? Parce que là, aujourd'hui, le code pénal ne fait qu'incriminer l'acte en lui-même. Voilà. Mais c'est les médecins qui devraient pouvoir décider si c'est... D'abord, vous allez nous dire certainement d'abord qu'est-ce qu'on entend par santé actuellement. Parce qu'aujourd'hui on parle d'une santé, mais c'est un terme très vague. Oui, c'est vrai, si on devait se contenter du code pénal, l'article 453 autorise l'avortement en cas de problème pour la santé des femmes. Mais qu'est-ce qu'on entend par santé? Voilà, physique, morale, mentale. Voilà, tout à fait. L'OMS donne une définition de la santé. Et ce n'est pas nouveau. C'est depuis 1946. D'accord. Donc, c'est la santé qui est un état, je vous le lis, de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi. Et pour moi, ça me va. C'est-à-dire, si on considérait la santé mentale des femmes qui ont une grossesse non désirée et qui veulent un avortement, aucune femme ne veut un avortement de gaieté de cœur. C'est toujours une femme qui est coincée, qui est en détresse.
Donc, cet avortement, il devrait être autorisé, ne serait-ce qu'à ce titre, de la détresse. L'autre qui a déjà 4-5 enfants qui n'arrivent pas à gérer... Parce qu'il y a aussi la détresse économique. La détresse économique, tout à fait, sociale, économique. Et ils viennent en couple. Ils viennent tous les deux. Et ils nous supplient, ils nous disent, on ne peut pas. J'ai eu récemment une patiente de 45 ans. Ses enfants ont grandi. Et elle a fait une erreur de contraception, ou le mari, ou je n'en sais rien. Elle vient avec une grossesse de jumeaux. Mais ils ont beau me dire que c'est impossible, il y a les risques de malformation. Mais moi, je suis bloquée par la loi. Et ça, c'est pas normal. Dans cette loi, je parle beaucoup de santé, c'est vrai, vous avez raison. Pourquoi? Parce que le drame, c'est l'avortement clandestin. L'avortement clandestin, ça ne veut pas simplement dire que je vais en catimini chez un médecin et je vais lui payer une grosse somme et il va s'occuper de moi. Non, l'avortement clandestin, c'est tout ce qui se passe ailleurs, dans un cadre non médicalisé, où il y a des drames. La santé, c'est parce qu'il y a des filles qui se retrouvent enceintes et affolées et elles vont se suicider. Et ce sont des chiffres du ministère. Sur une année, il y en avait eu 4. En somme, quand elles décident de se débarrasser d'une grossesse non désirée, elles vont utiliser tous les moyens à leur disposition. Et ce n'est pas encadré, c'est ça? Et oui, et ça c'est valable dans tous les pays du monde. Alors il y a les pays qui ont accepté de regarder cette réalité et d'agir en conséquence. Il y a les pays où il y a un peu de déni, comme ça. On ne les voit pas, donc ça n'existe pas. Alors que malheureusement, on n'a pas des chiffres. Mais on a des bébés dans les poubelles aussi. On a aussi des bébés dans les poubelles. Il y a eu un moment, le chiffre de 24 bébés abandonnés par jour. C'est énorme. À un moment. Et c'est le ministère, hein, c'est pas... Alors maintenant, combien d'avortements par jour? Évidemment, c'est difficile de dire 400 ou 600 ou 300. On ne sait pas pourquoi, parce que c'est clandestin, justement. Donc comment le savoir? Si ce ne sont pas les propres institutions du pays qui font ces enquêtes-là et qui nous apportent de quoi décider de l'urgence. Moi, l'urgence, elle est là. Depuis 2015, il ne faut pas oublier que Sa Majesté a intervenu sur le sujet. Nous, en 2008, j'étais présidente de l'association des gynécos privés et pour la première fois, j'avais organisé une conférence publique. Vous savez que c'est puni par la loi aussi. Tout à fait. Faire une conférence sur le sujet, c'est puni par la loi. Donc, bon, certains avaient accepté de venir, y compris la ministre de la Santé de l'époque, y compris d'autres responsables sensibles à la question. Et dans la foulée, 2009, puis jusqu'en 2015, l'association de l'AMLAC, l'association marocaine qui ont fait quand même un travail aussi considérable. Qui ont fait un énorme travail de sensibilisation, et il faut le reconnaître. C'est ce qui a permis vraiment de faire bouger les lignes. Et il y a eu une fameuse réunion sur le sujet qui était à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. Et est venue la nouvelle extraordinaire que Sa Majesté avait dit un mot sur le sujet. Et puis il avait décidé de réunir le ministère de la Justice, des Habous, de la Santé, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ça. Alors est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui au regard du dernier discours du trône où Sa Majesté justement a parlé de la nécessaire réforme du Code de la famille? Est-ce que c'est pour vous une sorte de brèche qui permettra à ce texte enfin de pouvoir voir le jour? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça? Écoutez, l'optimisme, déjà, si on n'est pas optimiste, on ne fait pas de politique. On rentre chez soi. Quand on fait de la politique, c'est parce qu'on est optimiste, qu'on sent qu'on peut impacter le cours des événements et la réalité de notre pays. Ce qui est vrai, il faut quand même voir d'où on est parti, d'où on est venu. Il y a énormément de réformes positives, c'est une foi, mais qui a des résultats. Il faut parler de ces résultats, il ne faut pas voir ce qui ne va pas, il faut dire ce qu'on a réalisé pour savoir où on veut aller. C'est comme ça qu'on peut sensibiliser l'ensemble aux avancées. La réforme du Code de la famille, mais c'était une révolution dans notre pays. Oui, mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui vous choque, vous, au regard justement de votre parcours de militante sur le terrain? Vous voyez beaucoup de femmes, vous agissez auprès de beaucoup d'associations. Pour vous, quelles sont les réformes indispensables aujourd'hui à corriger, à abolir, à modifier? Vous savez, il y en a énormément. On ne va pas citer des exemples comme ça à la queue leu-leu, mais prenons un exemple. Il y a eu une avancée, il y a des femmes nommées doulettes, c'est-à-dire que c'était un corps de métier entièrement réservé aux hommes, et là,
durant notre législature, il y a eu cette réforme-là. On était très contente. Mais demain, moi, si je veux être témoin en tant que femme, tout médecin, tout député, tout ce que vous voulez, ma voix ne compte pas. La voix d'une femme comme témoin ne compte pas. Vous voyez les paradoxes. Donc il faut chaque fois arracher de nouvelles choses. Pour ce qui concerne le Code de la famille, il y a eu bien sûr la Révolution, parce que ce n'était plus un texte sacré. Avant Moudawanat al-Shakhsiyya, c'était comme si on voulait toucher à la religion, un texte sacré. Bon, la grande révolution, c'est ça. C'est que non seulement il y a eu une commission qui s'est réunie suffisamment longtemps avec tous les gens concernés pour sortir quelque chose qui soit accepté, mais ce code de la famille a été porté au Parlement et voté. À partir de là, ça devient une loi. Et donc la démocratie, c'est quoi? C'est d'apporter un projet d'amendement de ce code pénal pour qu'il soit discuté puis voté. Mais vous pensez que maintenant le Parlement va s'emparer de cette question? Qui doit conduire ce changement? À mon avis, les directives de Sa Majesté sont claires. Déjà, à l'ouverture du Parlement, il y a 3 ans, je pense, il avait cité cette question. Il avait dit, maintenant, depuis 2004, il faut évaluer ce qui va et ce qui ne va pas. Et les ministères de la Justice, les ministères de la Famille, tout ça, ils ont sous les yeux, ils ont les chiffres, les statistiques, mais encore faut-il vouloir ce changement-là. Ce n'est pas le gouvernement précédent qui allait faire ça, on peut s'en douter. Mais là maintenant, il y a un nouveau gouvernement qui se targue d'être moderniste, de faire avancer, on va dire, à ce gouvernement, mettez-vous au travail, Sa Majesté vous demande de réformer le Code de la famille. Réunissez-vous, faites un projet, parce que ce sont les projets de loi qui viennent du gouvernement qui sont discutés. Mais il faudrait peut-être qu'ils écoutent aussi la société civile, les associations qui travaillent. Est-ce que les partis politiques, comme par exemple le PPS, qui travaillent sur ces questions, est-ce que vous avez justement un ensemble de propositions de changements de lois qui doivent être modifiés? Est-ce que vous travaillez actuellement sur ces questions? Nous avons organisé des journées d'études au Parlement. Et comme je dis une journée d'études, ce sont des journées extraordinaires où la société civile est là, où des exemples concrets, il y a des victimes, il y a des avocats qui voient les cas qui se posent, etc. Et où on débat tous azimuts sur ces questions et on dégage les points noirs. On a encore fait une journée d'études au Parlement récemment où Nabil Ben Abdallah est venu et où Sharafat Afilel, qui est présidente du comité Forum Égalité et Parité. Et donc, on discute en permanence et on a des propositions, bien sûr, sur le mariage. Même le mariage civil devrait voir le jour dans notre pays. Il faut cibler loin. Et il n'y a pas que la question du code de la famille. Il y a les autres questions de l'égalité. Il faut pas s'enfermer. m'a parlé justement, il m'a dit on peut aller même jusqu'à discuter de l'héritage. De l'héritage, mais tout à fait. Mais pourquoi jusqu'à... C'est pas un sujet tabou non plus. C'est pas. Il faut interroger les ulama et ceux qui sont vraiment versés en théologie. Ils vous disent que c'est un sujet qui est parfaitement discutable, qui est adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et notre religion, elle ne veut que la justice. Absolument. Donc on n'oublie pas cela, c'est la base de tout. Oui. Donc on n'est pas en opposition à la religion, au contraire, on est pour améliorer les conditions de cette justice-là que prône notre religion. Alors, Touria, cette émission s'appelle Horat. Oui. Donc, je vous pose la dernière question de l'émission, puisque l'émission touche à sa fin. D'accord. Donc, que signifie pour vous la liberté? Et en quoi est-ce important? Alors, c'est la liberté. Moi, je dirais, je me sens hora, je me sens libre si j'ai le choix. Donc, ce choix, que je puisse choisir moi-même ce qui me convient, choisir mon métier, choisir mon mode de vie, choisir mes activités, choisir mes opinions politiques ou autres, sans qu'on me tombe dessus. Ça, c'est une liberté. Mais il faut avoir d'abord les outils de ce choix. C'est-à-dire, j'ai droit à l'école qui va m'éclairer, j'aurai du libre arbitre, j'aurai du savoir, et je pourrai choisir en connaissance de cause. Deuxièmement, je ne dois pas être sous la pression de la collectivité. Et nous, toujours, on cherche à opposer la liberté individuelle et la liberté collective, mais pas du tout. Elles sont, on peut les conjuguer positivement à condition d'être protégées, justement, par la loi. Et donc, moi, je pense dans notre pays qui est vraiment pluriel, où il y a
toute forme d'être qui se respecte, il faut plus de tolérance, il faut plus garantir justement ces libertés pour les individus et pour les groupes. En tout cas, merci beaucoup, Tsolia, pour la qualité de vos réponses. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Je rappelle que vous êtes donc médecin spécialiste en gynécologie, que vous êtes membre du bureau politique du PPS et que depuis toujours, et que depuis 2008, donc, vous êtes aussi en charge des actions de solidarité et des Marocains du monde actuellement, et que la santé des femmes avec un grand S vous préoccupe particulièrement, ainsi que les autres questions d'égalité, aussi bien à votre niveau personnel qu'au niveau du PPS. En tout cas, merci encore. Merci à vous encore une fois. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.